Alors, dans l'intelligence de nos machines, j'ai été, je dois dire, peut-être un petit peu, comment dirais-je, emporté par les lumières que vous apportiez. Et je voyais très nettement la longue obscurité de la machine à vapeur, son opacité, son incompréhension dont elle était victime, dans le fait qu'elle n'avait pas été théorisée à l'origine. Et je voyais de moteur électrique, l'alternateur, théorisé dès l'origine, et pourtant étant tout à fait transparent. J'ai peut-être été un peu trop vite là-dedans. J'aimerais savoir si vous voyez ce rapport entre les machines empiriques et les machines qu'on peut dire théoriques aussi nettement que je vous le propose là. Oui, effectivement, je crois que le moteur électrique est venu après coup, après la science. Tandis que, après la science qui a permis la théorie de ce moteur, au contraire, la machine à vapeur s'est constituée à une époque où la science thermodynamique n'avait pas été mise en place. C'est elle qui a appelé à l'existence la science thermodynamique. Toutefois, il y a quand même des résidus dans le moteur, dans la machine de Gramme ou dans le moteur électrique. Très particulièrement les phénomènes d'hystérésis qu'il a fallu enrayer et qu'on ne pouvait pas vraiment prévoir. Les pertes par courant de Foucault. La machine de Gramme n'a pas été parfaite du premier coup. Elle a fonctionné du premier coup, mais elle était puissamment auto-limitée. Dès qu'elle prenait une vitesse élevée, l'anneau de fer chauffait et le bobinage aussi. C'est-à-dire que son rendement n'était pas très élevé. Pour arriver au beau rendement de 90-92% que l'on connaît à la machine de Gramme, il a fallu quand même perfectionner son noyau magnétique en le feuilletant et également améliorer le collecteur. Par exemple, mettre des charbons tissés de cuivre au collecteur et non pas seulement les balais primitifs qui donnaient des étincelles et s'usaient rapidement. Je me suis fréquemment interrogé sur les rapports de l'empirisme et de la théorie quant à l'opacité ou à la transparence de certaines machines. Et j'ai fait peut-être une coupure en vous interprétant trop hâtive entre la machine empirique et la machine théorique. Ainsi, j'ai cru beaucoup que l'alternateur était, pour ainsi dire, tout entier issu de la légitimité théorique, par contraste avec l'illégitimité empirique, étant en pensant à la rationalité très développée de l'électricité. Est-ce que vous croyez que l'alternateur, par exemple, est une machine qu'on peut dire beaucoup plus transparente que toute machine à vapeur, justement à cause de cela, à cause du champ théorique dans lequel il a été développé, et à cause de la théorie même qui lui était inhérente? Je crois bien pour l'alternateur, car l'alternateur a été développé relativement tard. Il avait devant lui les essais concernant la machine de Gramme, qui est une machine à courant continu, laquelle peut être utilisée soit en machine émettrice, productrice d'énergie, soit en machine réceptrice. L'alternateur est venu plus tard et il est une application très directe des courants alternatifs pour les produire. Il est d'ailleurs, si l'on veut aussi, réversible par rapport au moteur à courant alternatif. L'alternateur doit être pensé dans le même courant théorique que celui qui a fait exister le transformateur de Ferranti. Nous nous trouvons là vers 1880 à peu près, au temps où la science positive était en train de se développer vers les techniques le plus puissamment possible, peut-être plus puissamment que jamais, avec une foi, avec un enthousiasme qui n'a pas été retrouvé depuis. Tout était bon à ce moment. Alors, ce sera vers cette époque que vous feriez, que vous logeriez le début de cette union de la technique et de la théorie, ou des sciences et des techniques qui sont devenues maintenant presque indiscernables. Le début, non, puisque non. La thermodynamique est relativement plus ancienne, mais disons l'amitié, la réversibilité de la théorie et de la science, l'amitié l'une pour l'autre et leur réversibilité, c'est effectivement à peu près à cette époque. Il y a un mode de pensée, une modalité de culture qui est
l'unité, tout au moins la profonde amitié de la science et de la technique. C'est l'époque aussi du tube de Crookes, du tube de Coolidge, enfin de ce grand mouvement de science aussi bien que de technique. Et qui maintenant est plus qu'une amitié, c'est une liaison, un mariage. Oui, mais un mariage qui rapporte trop, à mon avis. À cette époque, c'était une amitié, et s'il y avait mariage, c'était un mariage d'amour. Alors qu'à l'époque présente, c'est très différent, c'est très organisé, c'est très administratif, ce rapport entre l'industrie et les bureaux de recherche technique, d'une part, et la science pure, qui d'ailleurs n'est pas complètement pure, d'autre part. Maintenant, c'est trop ancien. Il n'y a plus l'enthousiasme de la nouveauté. À ce moment-là, en 1880, on avait découvert justement le rapport fécond de la science et de la technique. C'était la jeunesse de cette rencontre. Elle n'est plus jeune.